Allô? Bonjour tout le monde. Alors je m'appelle Victor et je vais vous parler de BitTorrent et de la manière avec laquelle j'ai travaillé pendant les 6 derniers mois pour l'implémenter dans Epixi, qui est un bootloader. C'est un travail qui part d'une problématique initiale, qui est un cas de figure, le cas de figure suivant. On a des machines qui vont booter en réseau, qui n'ont pas de disque dur avec un OS dessus, qui vont devoir télécharger leur OS. Et pour ce faire, elles vont a priori le télécharger à partir d'une unique machine. Donc ça marche quand on en a quelques-unes, et quand on en a un peu plus, des problèmes surviennent. Et cette classe de problèmes, on appelle ça, entre autres, de la congestion. C'est-à-dire que la machine qui est en charge de servir le fichier à toutes les machines qui démarrent, elle n'arrive pas à recevoir et à répondre à tous les messages qu'elle reçoit. Il y a des algorithmes qui sont utilisés pour faire en sorte que quand il y a un client qui envoie une requête et qui voit que le serveur l'a pas reçue parce qu'il ne confirme jamais qu'il l'a reçue, qu'il la renvoie, mais ça dégrade quand même extrêmement les performances et ça permet pas un fonctionnement efficace quand on a je sais pas, plus de 100-200 machines qui se connectent sur une seule connexion gigabit. C'est pas quelque chose d'efficace. Et du coup, la solution à ce problème, c'est de faire en sorte que les machines partagent le fichier qu'elles sont en train de télécharger entre elles. Pour ça, il y a des protocoles qui existent déjà, et le plus fameux est sûrement BitTorrent. Et donc mon idée, c'est de faire en sorte d'implémenter ça dans Epixi. Epixi, c'est un bootloader, donc c'est le machin qui, quand vous démarrez une machine à Epita ou dans plein d'autres entreprises, du monde, votre machine fait une requête DHCP pour avoir une IP, et dans cette requête DHCP, il va y avoir optionnellement en retour des informations sur un OS à télécharger. Sauf que cet OS-là, il est téléchargé avec un protocole tout nul qui s'appelle TFTP, qui a la particularité de ne pas gérer la congestion, pas du tout, et qui est adapté à pas grand-chose, malheureusement. Enfin, il est adapté à des contraintes de simplicité. Et du coup, ce qui se passe, c'est que ça va être utilisé pour télécharger un tout petit OS qui s'appelle, qui est notre bootloader, Epixi, dans lequel on va implémenter BitTorrent, qui va télécharger Linux, qui est quelque chose de beaucoup plus massif. Pour info, Epixi, c'est à peu près 100 kilooctets de code, et Linux, c'est à peu près 20 mégaoctets, ou enfin non plus, bref, quelque chose de plusieurs ordres de grandeur au-dessus. Donc pour ce faire, il faut que quelqu'un joue le rôle d'entremetteur et fasse en sorte que chacun des clients qui veut télécharger le fichier trouve des voisins à qui demander le fichier. Et cet entremetteur, c'est Tracker. Donc quand un client arrive sur le réseau, tout ce qu'il a, c'est l'adresse d'un tracker auquel faire une requête pour pouvoir obtenir l'adresse de pair auquel il va pouvoir faire des requêtes et obtenir des bouts du fichier. Le fichier en question, il va être découpé en ce qu'on appelle des pièces. Des pièces, c'est des blocs de taille régulière auxquels sont associés des métadonnées qui permettent de vérifier leur intégrité. Dans la requête initiale faite au tracker, on annonce le torrent qu'on est en train de télécharger, et du coup, ça permet de s'assurer que les gens avec qui le tracker va nous mettre en relation sont sur la même longueur d'onde. Du coup, on a fait une requête au tracker, il nous a envoyé une liste de gens à laquelle se connecter. Ce qu'on va faire, en se connectant aux gens, on commence par se présenter et on annonce les bouts du fichier qu'on a. Si on n'a pas un des bouts du fichier que la partie adverse nous annonce, on va pouvoir décider d'exprimer son intérêt. On expliquera plus tard pourquoi est-ce qu'on a besoin d'exprimer son intérêt avant de demander les pièces. Une fois qu'on a exprimé son intérêt, la partie adverse peut décider d'accepter les requêtes ultérieures. On peut donc faire une requête, la partie adverse nous répond, et à chaque fois qu'on reçoit une pièce, on va être obligé de l'annoncer à tous nos voisins. D'ailleurs, ici, il y a une erreur, étant donné que vu qu'on a reçu la pièce 1 et 2, on est obligé de l'annoncer à la même personne, même si c'est elle qui nous l'a envoyé, elle n'est pas sûre qu'on l'a reçue intégralement.
Du coup, on est obligé de lui annoncer. Par exemple, ici, on a la partie A reçu la pièce 42, du coup, elle a annoncé à la partie B. La partie B l'avait manifestement pas, vu qu'elle a déclaré être intéressée. Et de toute manière, on peut déduire de l'historique que la partie B l'a pas. La partie A l'autorise, la partie... oula, il y a une erreur. La partie A répond avec la pièce. Et à la fin de cette conversation, il peut se trouver qu'une des parties constate que l'échange n'était pas fructueux, c'est-à-dire que il est en relation avec d'autres pairs qui sont plus rapides et qui ont des échanges plus efficaces. Et peut décider de dire j'accepte plus, je veux plus que tu me fasses des requêtes parce que c'était trop lent. Du coup là, dans cette conversation qu'on vient de passer, il y a différents algorithmes qui doivent être mis en œuvre pour pouvoir la dérouler. Le premier algorithme, c'est on a établi une connexion. A a été mis en relation avec B. Dans cet exemple-là, on avait qu'une seule. Le tracker nous a informé d'un seul autre pair, mais il va typiquement nous donner une liste de 30 paires environ. On ne peut pas se connecter à tous ces pairs-là, donc il faut qu'on prenne des décisions là-dessus. La seconde décision, c'est si quelqu'un exprime son intérêt, est-ce qu'on veut accepter les requêtes de la part de cette personne-là? Et le troisième facteur, c'est qu'est-ce que j'ai envie de demander? Est-ce que je vais avoir plein de paires, je vais connecter à plein de paires, et je vais avoir plein de pièces que je n'ai pas, et lesquelles il est les plus intéressantes de demander en premier. Le premier problème, celui de se connecter, en fait, il est lié à un autre objectif, à l'objectif principal finalement de ces trois algos, qui est on veut être connecté aux pairs avec lesquels on va échanger le plus de données. Alors il y a une heuristique qui est un peu particulière, qui est très particulière à nos problèmes. Nous on démarre des machines en réseau, donc ça va être des machines qui vont être physiquement proches. Et du coup on peut supposer que si les deux machines ont une adresse IP qui est dans le même subnet, dans le même réseau, ces deux machines, c'est représentatif de la proximité physique des deux machines. Et donc, si le tracker nous renvoie une liste de 30 paires, et parmi ceux-ci, on a 5 paires qui sont dans le même subnet que nous, il est raisonnable de penser que c'est des paires avec qui on va avoir des échanges plus efficaces. Donc, on peut se connecter en priorité aux personnes dans le même subnet. On ne veut pas se connecter à trop de paires. Si on se connecte à trop de paires, à chaque fois qu'on reçoit une pièce, on va devoir annoncer le fait qu'on a reçu la pièce à plein de gens, ce qui n'est pas quelque chose d'efficace. De même, on a envie de se connecter à de nouveaux pairs de temps en temps, parce que ça permet de découvrir certaines pièces qu'on aurait eu du mal à trouver avec notre entourage actuel. Pareil, là on est en train de booter des machines. Donc une fois que la machine a fini de télécharger son fichier, elle va démarrer. Donc on est obligé de redemander au tracker de temps en temps une liste de paires fraîches, afin d'éviter que on perde du temps à se connecter à plein de paires qui sont juste plus là. Et aussi on est obligé de faire des statistiques, et on doit trouver une manière intelligente de le faire, vu que notre objectif c'est quand même de se connecter aux paires les plus rapides. Donc on va pouvoir décider de temps en temps de sacrifier des connexions avec des paires qui sont plus lents que les autres, pour dire ce pair est lent, et je préfère essayer de me connecter à un nouveau pair qui est hypothétiquement mieux que ceux que j'ai actuellement. Le second problème, c'est le problème d'accepter des paires, d'accepter les requêtes de paires, pardon. On n'a pas envie d'être surchargé de requêtes. C'est pas quelque chose qui est acceptable. On veut aussi être capable d'estimer la bande passante et de rassembler des informations à propos de ce qu'a le pair, sans devoir échanger beaucoup de données avec lui. Quelque chose qui est important, c'est que le fait de pouvoir refuser des requêtes de quelqu'un, ça permet de s'assurer de la réciprocité de la relation. Par exemple, en fait, il y a un problème classique qui essaye de résoudre tous les algos qui font marcher les torrents. C'est se dire, j'ai pas envie que quelqu'un arrive sur le réseau et fasse que télécharger sans jamais envoyer. Et du coup, quand une connexion est établie, le pair va avoir tendance à accepter des requêtes en priorité de gens qui lui ont déjà envoyé des informations. Et plus la bande passante des échanges est importante, plus ça va être accepté facilement.
Et pour permettre aux gens qui arrivent sur le réseau de télécharger des trucs dès le début, ben, on va permettre à quelques personnes aléatoirement, genre toutes les 10 secondes, on va dire bon ben parmi la liste de personnes auxquelles je suis connecté, je veux dire bon bah 2 personnes auront le droit de me faire des requêtes. Ça va permettre à ces pairs-là d'acquérir un capital initial de pièces qui vont pouvoir échanger avec les autres pairs. Et du coup, ben, l'idée c'est qu'on va avoir un ensemble, on va avoir un set de pairs qui ont cette capacité de nous faire des requêtes. Et ben, le dernier point, c'est qu'est-ce qu'on veut demander aux pairs. En fait, la solution à ce problème-là est bien plus simple que les autres, parce que la solution, c'est simplement de demander la pièce la plus rare. L'effet principal, c'est que ça évite d'avoir des pièces qui deviennent juste introuvables. Parce que si on prend juste une pièce au hasard, ben, on prend le risque de ne pas avoir de la chance, et qu'il y ait une pièce qui disparaisse du réseau, ou enfin, qui devienne extrêmement rare. Alors que si on prend la plus rare, ben, on augmente, on aplanit les inégalités entre la distribution des pièces sur le réseau. Bon, mais du coup, quel est le rapport? Nous, ce qu'on voulait faire là-bas, c'était booter des machines. On a un petit bootloader qui télécharge un gros OS, et bah, dans cet environnement-là, BitTorrent, ça n'existe pas. Déjà, on va se poser la question, pourquoi ça n'existe pas? iPXE, bah, du coup, c'est un petit bootloader qui sert spécifiquement à booter des machines. iPXE ça a une implémentation de TCP. TCP qui est le protocole sur lequel repose BitTorrent finalement. La raison pour laquelle BitTorrent repose sur TCP, c'est qu'il y a, c'est pas, ça serait dommage que BitTorrent ait la charge de retransmettre TCP. Ça fait quoi? Bah, ça s'assure déjà que quand on envoie un message, ils sont reçus dans l'ordre, que les messages ne sont pas perdus en route. Ça fait plein de travail que BitTorrent devrait faire de toute manière. En fait, l'implémentation de TCP contenue dans iPXE, elle n'est pas complète, il manque des bouts. Parce que iPXE, ça utilise TCP d'une manière bien particulière. Ça fait une requête et ça obtient une très grosse réponse. Du coup, déjà, on fait une requête, du coup, on n'a jamais besoin d'accepter des requêtes de la part des gens. Parce que bah, c'est toujours nous qui commençons. Et un autre point, c'est que on fait une requête. Du coup, on envoie un seul message et on fait que en recevoir plein d'autres. Du coup, on n'a pas besoin d'implémenter une autre particularité de TCP, qui est un système de fenêtre glissante. L'idée de la fenêtre glissante, c'est que vous allez dire, bon j'ai au maximum, allez, 1 kilooctet de données que j'ai envoyées et qui n'ont pas été confirmées par la partie adverse. Et du coup, à chaque fois que la partie adverse va recevoir 1 kilooctet environ, vous confirmez, t'inquiète, j'ai bien reçu ton kilooctet, tu continues à m'envoyer des trucs. Et ça permet d'être bien plus efficace et de garantir de ne pas devoir attendre une confirmation de la partie adverse avant de continuer à envoyer des données. Et du coup, c'est problématique, mais pas tant que ça. Donc on constate quand même que c'est a priori pas si bien parti. iPXE, ça n'a pas été fait pour faire des applications de pair à pair, ça a été fait pour télécharger. Ça a été fait pour répondre à un modèle client-serveur bien plus limité que le problème auquel on s'intéresse. Un autre challenge, c'est qu'iPXE, ça tourne kernel land. Quand iPXE crash, c'est fini, l'application a crash, la machine est peut-être dans un état un peu improbable. Si on rentre dans une boucle infinie, y a quelqu'un qui va devoir se lever, appuyer sur le bouton pour éteindre la machine ou trouver un autre moyen de l'éteindre. Donc c'est pas, on a un devoir de fiabilité qui est bien plus important qu'une application qui tournerait dans l'userland Linux qu'on peut monitorer d'une autre manière. Et surtout, ça reste iPXE, c'est un projet qui est codé en C, qui n'est pas un langage qui fournit des garanties particulièrement fortes à la compilation. Un autre challenge, c'est l'allocateur mémoire d'iPXE, qui fournit un maximum strict de 512 kilooctets, dont environ 150-200 sont déjà pris par le reste de l'OS. Un autre challenge, iPXE n'a pas de scheduler. C'est-à-dire que c'est un projet qui est construit sur un paradigme complètement différent de ce qui se passe dans l'userland Linux. C'est-à-dire qu'on n'a pas différents process. On a une seule application qui échange des messages. Du coup, on va devoir... Il y a une autre particularité d'iPXE qui va desservir d'une part l'allocation mémoire, qui n'est pas très libre, étant donné qu'on a on a un espace mémoire très limité pour travailler. Il y a un modèle objet qui est très particulier, dont j'ai déjà parlé dans un autre talk,
qui dure aussi 40 minutes, donc je vais éviter d'en reparler ici, qui prend du reference counting, du dispatch dynamique. Donc une des mesures qui est importante, que du coup j'ai dû mettre en œuvre dans ce projet-là, c'est faire attention à la manière dont je joue les objets. À chaque fois que je joue un objet, soit il est reference counté, soit il est directement envoyé à un autre truc. Le reference counting, c'est quelque chose de sensible. Donc il n'y en a que 4 dans tout on y touche que 4 fois dans tout le projet, tout même endroit. On compte le nombre de connexions simultanées. On n'a pas envie qu'il y ait trop de gens qui se connectent à nous ou vice versa. Quand on alloue, c'est que quand on démarre le torrent ou que quand quelqu'un se connecte à nous. Et surtout, un truc plutôt étonnant, IPXE a été porté pour l'userland Linux, c'est-à-dire que sa structure lui permet de fonctionner comme un process normal sous Linux et de fonctionner avec une carte réseau virtuelle qui est fournie par Linux aussi. Une autre stratégie qui existe partout ailleurs dans IPXE que j'ai reprise, c'est la stratégie de gestion d'erreurs. L'idée, c'est qu'on va avoir des événements qui vont se produire et auxquels on va réagir. Par exemple, on reçoit un message, on va le traiter, on va envoyer un code pour dire bon, bah, ça s'est bien passé ou pas. Et l'idée, c'est qu'on va seulement réagir à l'erreur dans la fonction qui prend en charge l'erreur initialement. Ça évite qu'on la prenne en charge 2 fois et qu'on ait juste des problèmes de gestion d'erreur. Et toutes les layers d'en dessous, elles doivent juste reporter l'erreur. Une autre contrainte, c'est que les erreurs sont fatales. Si une erreur se produit, c'est une erreur et pas autre chose. On ne teste pas les codes d'erreur. Les codes d'erreur contiennent d'ailleurs des métadonnées qui permettent d'identifier l'endroit où s'est produit l'erreur. On peut d'ailleurs décider, du coup, quand on reçoit une erreur, d'en réémettre une autre différente qui contiendra des métadonnées de position différentes qui permettront aux développeurs de l'identifier. Les erreurs sont affichées à l'utilisateur pour qu'il puisse taper l'URL, ce qui notifiera le développeur. Quand il y a une erreur, on free tous les bytes parce qu'on n'a pas beaucoup de mémoire. À chaque fois qu'on appelle une fonction qui est susceptible de générer une erreur, on jump un label en bas de la fonction qui correspond à l'appel et qui va détruire en sens inverse des appels les ressources qui ont été allouées par ceux-ci. Pareil, à chaque fois qu'on a un timeout, c'est pas une erreur, c'est un événement comme un autre. Ça c'était tout ce qui est ces slides-là et celle d'avant, c'était un peu tout ce qui était là pour les problèmes de mémoire et de gestion d'erreur, de fiabilité. Après, on n'a toujours pas de scheduler. Pour faire ça, pour pallier ce problème, IPXE répond à un paradigme un peu particulier qui est la programmation par flow. L'idée, c'est qu'à chaque fois qu'un événement se produit ou qu'on reçoit des données, on va les passer à une layer supérieure qui va traiter cet ensemble de données. Et c'est un phénomène bidirectionnel, et c'est un peu différent de ce qui se passe dans l'userland Linux, parce qu'on n'a pas de séparation entre le kernel et l'userland. Du coup, on peut parfaitement avoir un flux ininterrompu entre la stack réseau et l'application, ce qui est réellement le cas. Il y a une sorte de boucle d'événements telle qu'on la retrouve dans Async.io. Il y a un système de processus qui sont appelés en boucle, et du coup, en l'occurrence, quand le BitTorrent tourne, il y a pratiquement qu'un seul processus, qui est la stack réseau, qui va du coup renvoyer les données à BitTorrent, qui va lui-même le renvoyer au storage, qui lui va stocker le fichier qu'on est en train de télécharger. Il y a aussi un système de timers qui sont parfaitement intégrés dans le système d'objets d'IPXE, du coup qui vont pouvoir déclencher des événements à des temps réguliers ou un temps déterminé, un peu comme on veut. Un autre élément qui m'a beaucoup aidé dans le développement de ce projet, c'est l'injection d'erreurs. La capacité de dire, j'ai envie que cette fonction génère une erreur avec telle probabilité. C'est quelque chose de relativement important. Dans un torrent, il y a plein de manières de rater et des manières qui se produisent pratiquement jamais. Et du coup, ce que j'ai fait pendant les 15 derniers jours, c'était globalement générer des erreurs à des endroits improbables et trouver des moyens de faire en sorte que ça continue à marcher quand ces erreurs-là se produisent. Injecter de la corruption, qu'est-ce qui se passe si notre message est corrompu. D'autres trucs, dans le projet, il n'y a aucune data structure qui a besoin d'allocation dynamique. Tout est alloué en un coup quand quelqu'un se connecte et au démarrage du torrent. Pareil, le parsing, on n'a pas envie d'avoir de buffering. Donc c'est une machine à data à base de callback. Donc on a une fonction qui va pool des données et les transmettre à la layer supérieure si besoin. Et c'est appelé en boucle, on change d'état quand on change d'endroit dans le parseur. Pareil, à chaque fois qu'on reçoit un truc, on le valide.
Donc parlons un peu de l'implémentation de TCP, qui est quand même notre principal problème. Il n'y avait pas de listen quand j'ai commencé le projet. Alors maintenant, il y en a un. Il n'y avait pas de fenêtre glissante pour la transmission, il n'y en a toujours pas. C'est pas quelque chose qui est strictement nécessaire pour que ça marche. Par contre, c'est vraiment un facteur de performance énorme. En fait, actuellement, à chaque fois que la stack réseau d'IPXI envoie un message, elle attend la confirmation de la partie adverse. Du coup, si on envoie un message, s'il y a 1 seconde de délai, ça va prendre 1 seconde par message. Et on ne pourra pas en envoyer plusieurs et les laisser en vol. C'est vraiment une dégradation de performance absolument atroce. Du coup, comment je l'ai implémenté? Alors ça ressemble à ça. On a les différents clients qui sont dans une liste chaînée, qui sont dans une quantité déraisonnable de listes chaînées dans le torrent. Alors les liens noirs, c'est des relations entre le système d'interface qui est caractéristique du modèle objet d'IPXI, qui est malheureusement, je ne peux pas en parler ici, j'ai pas le temps. Et du coup, il y a une relation avec le socket, du coup, sur lequel les gens vont pouvoir se connecter, qui va permettre de générer des nouveaux clients. Pareil, il y a une interface avec le tracker qui va en faire des requêtes HTTP régulièrement pour retrouver des nouveaux pairs. On a nos pièces qui sont prises pour cible par les clients, du coup par l'algorithme qui sert à sélectionner, par l'algorithme de pièces la plus rare. Et du coup, on a notre storage derrière auquel on va régulièrement transférer les données qu'on télécharge. Une autre politique qui a été mise en œuvre dans ce projet, c'est le fait que les clients déclarent leur état. À aucun moment, le torrent va modifier l'état d'un client. Donc le torrent comporte différentes listes chaînées, dont le nom est préfixé par l'état qui importe. Et par exemple, on va avoir 2 listes chaînées pour identifier les clients. 2 listes chaînées par exemple pour les clients qui sont occupés à lire, une pour les clients qui sont occupés à lire et une pour ceux qui ne le sont pas. Et on va voir ça pour tous les états, il n'y en a pas forcément que 2. Et c'est le client lui-même qui va se changer de liste, et quand il a besoin, quand le torrent a besoin d'être informé que quelque chose s'est passé, c'est le client qui va déclencher un timer pour dire à IPXI de rerun un autre algorithme plus tard. Et du coup, c'est quelque chose que j'ai appris un peu malgré moi. Au début, c'était assez dur. Le projet marchait pas très bien, notamment parce que il y a pas mal d'états différents à gérer, et c'est assez difficile de s'assurer qu'on reste toujours dans un état consistant. Et si on garde cette politique-là, finalement, à chaque fois qu'il y a un événement qui survient, le client va être correctement mis l'état du client va être correctement changé. Et du coup, quand le torrent manipule des clients, il va forcément manipuler des clients qui sont dans cet état-là. Une autre implication, c'est que les petits blocs noirs, c'est des éléments de liste chaînée. Du coup, le client n'a pas la moindre idée de l'état dans lequel il est. Et en fait, c'est ce qui rend l'implémentation relativement stateless. Bon, il y a quelques informations d'état qui sont nécessaires au respect du protocole, mais c'est une énumération avec 3 valeurs ou un truc comme ça. C'est pas grand-chose. Et ça permet d'enforcer le fait que toutes les décisions sur ce que le client va faire, elles vont être prises dans le cadre d'une politique globale. Ça permet de garder pas mal de liberté sur ce qu'on va faire pendant le téléchargement du torrent dans sa globalité. Un autre choix de design, ça a été la généricité. Il y a une structure qui ressemble beaucoup aux classes qu'on a en C++, qui contient un pointeur sur une autre structure avec des pointeurs sur fonction, qui va permettre d'avoir des opérations génériques exactement comme les vitables en C++. Bon. Donc pareil, j'ai pas trop le temps d'expliquer ça ici. Et l'idée, c'est de pouvoir implémenter plus tard d'autres types de clients sur des protocoles qui ressemblent un peu. Par exemple, il y a une alternative à BitTorrent qui tourne elle sur UDP, qui s'appelle UTP, ou encore les webseeds. L'idée des webseeds, c'est qu'est-ce qui se passe si plus personne dans le réseau a une pièce? Si on la trouve pas, on va faire une requête HTTP pour obtenir la pièce malgré tout. Donc qu'est-ce qu'il me reste à faire dans cette histoire? Déjà, il faut que j'arrive à optimiser l'envoi de données via TCP, qui est actuellement extrêmement lent. Il faut que je teste le projet à grande échelle. Les algos dont j'ai parlé au début, ils sont absolument intestables sur une machine.
Il n'y a pas besoin de ça pour faire marcher BitTorrent entre deux machines. Il y a juste besoin d'accepter toutes les connexions, d'accepter tout ce qu'on nous demande et de balancer des pièces. C'est pas quelque chose de compliqué. Par contre, faire en sorte que ça marche à grande échelle, c'est déjà un problème bien plus compliqué. C'est très très facile d'arriver dans un réseau où il y a tout le monde qui dépasse ses capacités et juste met le réseau dans le mal, quoi. Plus rien ne marche. Et pourtant, bah, avec si on teste ça à petite échelle, on n'aura eu aucun moyen de le détecter. Aussi ajouter le support pour les websites, ça serait pas mal. En plus, c'est pas très compliqué. Faire en sorte que ce code soit utilisé à d'autres endroits, qu'il soit accepté en tant que partie intégrante du projet, ce qui n'est actuellement pas le cas. Et je vais vous montrer ce que ça donne. À gauche, on a la version userland d'Apixie. La raison pour laquelle je prends celle-là, c'est que c'est juste beaucoup plus pratique à lancer. Ça marche exactement pareil. Donc c'est une version qui est un peu différente de celle qui sera en production, parce que celle-là s'arrête pas une fois qu'elle a fini de télécharger. Et la raison pour laquelle je fais ça, c'est juste pour que je puisse démontrer le fait que une fois que j'ai fini de télécharger, je peux aussi l'envoyer à d'autres gens. Donc on va commencer par le lancer. Pouf. Ok, donc à droite, on va lancer un autre client torrent qui est Aria. On va faire en sorte qu'il lui a déjà le fichier. On va copier le fichier original et on va le servir. Voilà, donc il a tout reçu. C'est formidable, n'est-ce pas? C'est incroyable. Bon, maintenant, il faut montrer qu'il a réellement reçu. Est-ce qu'une autre affaire? Voilà, et du coup là, il y a le client BitTorrent dans Apixie à gauche qui est en train de le transmettre, à celui qui est dans l'userland Linux à droite, qui du coup est en train de le retélécharger entièrement. Ce qui prend un peu plus de temps, notamment parce que l'implémentation TCP n'est pas aussi bien faite. Et voilà, donc là il en est à seed. Du coup, si Aria de l'autre côté a commencé à marquer seed, c'est qu'il a fini de le télécharger et qu'il a vérifié intégralement que chacune des pièces correspondait bien à ce qu'il s'attendait. Alors, ce que je passe en ligne de commande, il y avait un fichier kernel.torrent. Alors, ce qui contient, c'est l'URL du tracker auquel c'est annoncé, pour qu'il puisse y avoir une mise en relation entre les paires, et aussi le hash de chacune des pièces pour qu'elle puisse être vérifiée. Voilà, donc il y a le même SHA-1 et donc ça a marché. Alors c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Est-ce que vous avez des questions? Et c'est aussi open source si vous voulez jeter un coup d'œil.
Bonjour. Merci pour cette présentation. Du coup, tu nous as montré des fonctions qui permettent de corrompre un peu les données pour, j'imagine, Ouais. tester que ça fonctionne dans presque tous les cas. Est-ce que tu as écrit des tests aussi ou c'est vraiment, tu Alors, lances plein de fois et tu vérifies que ça marche tout le temps? en fait, tester une application distribuée, c'est pas quelque chose de facile. Tester que le fonctionnement basique marche, je peux le faire, mais le faire, ça implique d'écrire, faire du mocking, de se dire bon bah, je dois mettre l'application dans un environnement où ça va être facile à tester. Et malheureusement, c'est pas quelque chose d'évident dans les cas intéressants. Le cas général, on peut le vérifier comme ça. Et tester une application distribuée, ça va être la suite de un peu la suite de mon travail. Ça va consister à démarrer, je sais pas, 100 clients et voir comment ils interagissent entre eux. Et tester cette partie-là, c'est chaud. Ça va être tendu. Donc, Voilà. tu as des Mais mini. non, du coup, j'ai pas de test. J'ai pas de test. Du coup, j'avais j'avais une autre question. Est-ce que tu as testé ça, par exemple, à Epita, quand on essaie de booter plein de PC? Est-ce que ça améliore les performances? En fait, actuellement, non, ça fait partie des derniers éléments de ma to-do list. Hmm. C'est le tester à grande échelle. En fait, les algorithmes de fairness, du tout début, je les ai pas implémentés. Déjà parce qu'ils sont pas compliqués, et ensuite parce que ça sert à rien de les implémenter quand tu testes avec deux machines. Ça sert vraiment à rien parce que ces algorithmes, quand tu as deux machines, ils vont juste faire la même chose que quelqu'un qui accepte tout. Du coup, bah non, je l'ai pas fait, simplement parce que je peux pas le tester, et j'écris pas du code que je teste pas. Et du coup, bah, c'est l'étape suivante. D'accord, merci. Moi, ce qui m'intéresse, c'est là, tu te dis, je vais tester, mais qui garantit que les algorithmes convergent? Il y a Ce que plein de toi, papiers là-dessus. Ce que tu appelles fairness, c'est Ouais. ça? Il y a une preuve des algorithmes Il n'y a pas de preuve. Il y a pas de preuve. Il y a une preuve expérimentale qui est que il y a des réseaux avec plein de clients hétérogènes avec des algorithmes différents, et que c'est en fait l'idée, c'est de faire en sorte que ça soit plus optimal d'envoyer un peu de données, euh, de faire en sorte que ça soit optimal d'avoir un échange réciproque. Et non, il n'y a pas de preuve. Je pense pas qu'il y ait de preuve de ça, mais en tout cas, il y a un nombre de papiers à peu près incalculable qui en parle. Je pourrais donner des liens si tu veux. C'est comment tu garantis que toute requête va être traitée? Tu le garantis pas, et en fait, c'est tellement pas garanti qu'on s'en fout, et qu'il y a une queue qui a une taille limitée, et que si t'envoies plus de requêtes, elles vont juste être drop, et c'est à toi d'avoir un système de retrack qui marche et de pas envoyer 500 000 requêtes sans avoir la réponse. Ce qui garantit à la fin de l'exécution du protocole, tous les clients ont fini de télécharger, si on retire les erreurs du réseau évidemment, c'est que quand tu seed, il y a toujours un moment où tu vas pick des clients aléatoirement auxquels tu n'as pas forcément déjà, auxquels t'as pas accepté d'envoyer des données précédemment, et tu vas leur envoyer des données. Ce qui fait que pour un temps suffisamment long, tu es certain que n'importe quel client a pu terminer de télécharger ces Ah données. oui, ça c'est certain. Oui. Mais à la fin, en fait, tu vas toujours envoyer des données à des clients. Il n'y a pas de moment où tu n'envoies pas de données, où tu envoies de données à personne. Et il y a un moment où toutes les machines de ton parc ont démarré. Et du coup, bah. Enfin, en lisant les détails du protocole, tu pourras, ou surtout des algos, parce que je ne les ai pas expliqués notamment, parce que honnêtement, c'est une purge pas intéressante, c'est mieux d'expliquer les enjeux autour. Je pense que tu pourras assez facilement constater que de toute manière, tu envoies des données. Parmi l'algo qui décide si tu acceptes les requêtes de la part des gens, il y a une part qui est accepter 20% des requêtes aléatoirement, et du coup, ça va juste marcher, quoi. Ouais, mais si les gens t'envoient quelque chose avant, là, tu acceptes en fonction de à quels est les gens qui t'ont envoyé le plus de données. Et du coup, les gens peuvent réussir à s'en sortir en comptant sur l'aléa, mais ça va prendre 3 plombes, alors que si y a un échange réciproque, ça va prendre peu de temps. Et c'est l'idée de garantir cette réciprocité. Et le fait que ça marche à grande échelle, ça a été simulé, ça a été testé en pratique depuis que le protocole existe, et il y a des torrents avec des milliers de personnes qui s'échangent des trucs sans que ça fasse du mal à personne. Donc, voilà. J'ai déjà un micro, t'embête pas.
iPixie, c'est un projet qui a pas mal de choses assez particulières, même assez singulières, parce qu'on les voit que dans ce projet-là. Donc tu as un peu évoqué les interfaces, enfin, le modèle objet d'iPixie, le flow-based programming, mais tu as la gestion d'erreurs dont tu as un peu plus parlé. Est-ce que tu peux expliquer déjà en quoi cette gestion d'erreurs avec des métadonnées dans les messages d'erreur, enfin, dans les numéros d'erreur est nécessaire, et comment est-ce que c'est implémenté dans iPixie? En fait, la manière dont c'est implémenté, c'est que y a le code d'erreur qui est un int, et il y a les différentes. Ce int est divisé en 3 portions, une qui contient le code d'erreur, une qui contient un identifiant de fichier, et une qui contient un identifiant de ligne. Ainsi, quand une erreur survient, on est capable d'identifier la source exacte de l'erreur. C'est très utile, notamment parce que si l'application plante, il faut faire en sorte que l'utilisateur aille report l'erreur. C'est iPixie, il n'y a pas moyen de loguer ces erreurs quelque part pour qu'on puisse les retrouver plus tard. Si on file à l'utilisateur un core dump de 2 kilooctets, il va pas s'amuser, 2 kilooctets, pardon, 500 kilooctets, il va pas s'amuser à le recopier à la main. Donc il faut un code d'erreur court. En l'occurrence, c'est un code d'erreur de quelques caractères qui est affiché à l'utilisateur sous la forme d'une URL quand une erreur se produit. Est-ce qu'on entend toujours? Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Hello. Du coup, comme là dans le but pratique, c'est appliqué au bootloader. Dans le cas où tu as fini de boot, tu as fini d'avoir ton fichier, est-ce que du coup tu vas boot et arrêter de seeder? Et est-ce que tu as pensé du coup à l'impact que ça aura du coup sur ton réseau? Est-ce que le but c'est d'attendre que tout le monde ait download avant de booter ensemble? Ou est-ce que dès que j'ai terminé, je boot? Ou est-ce que je continue à seed? Je pense que c'est bien que ça soit configurable. Actuellement, c'est une option qui est existante. Donc on peut décider d'attendre, je sais pas, par exemple d'attendre au maximum 20 secondes après la fin du téléchargement ou d'attendre d'avoir envoyé un certain quota de données. Je pense pas que ce soit utile. Et en fait, je crois que ce micro ne marche juste pas, hein, donc tant pis. Merci. Je pense pas que ça soit utile, notamment parce que si une machine a fini de boot, en fait, elle démarre tout en même temps et elles vont se terminer à peu près tout en même temps. Justement parce que il n'y a pas grand chose pour les différencier et de toute manière si elle s'arrête c'est pas parce que la moitié du parc s'est arrêté que l'existant ne continue pas à vivre. Notamment il y aura toujours ce qu'on appelle une seed, dans notre cas de figure il y aura toujours une seed, c'est-à-dire une machine qui est là uniquement pour servir les requêtes. Donc si il y a le parc qui est en train de s'arrêter, il y aura toujours 2 ou 3 machines qui seront là pour fournir les pièces qui ne sont pas déjà existantes dans le réseau aux machines qui le désirent. Donc c'est pas quelque chose c'est pas une situation qui fait si peur. Et en vrai, je pense que c'est plus intéressant d'éteindre les machines dès qu'elles ont fini de télécharger, de les lancer, pardon, une fois qu'elles ont fini de télécharger. Merci de tes questions. C'est bon? Plus personne. Ah. Alors, merci pour cette. J'ai juste une question. Je ne comprends pas forcément tout ce qui se passe. On a une machine qui va commencer à être démarrée et qui sera capable de répondre à quel est l'OS. Et ensuite, toutes les autres machines qui vont se mettre en marche simultanément ou elles vont se mettre en marche à un autre moment. C'est en fait vraiment le début qui me paraît un peu... Enfin, j'ai du mal à comprendre. En fait, on a 2 parties distinctes. On a d'une part le tracker, qui, quand tu arrives sur le réseau, là, tu as un nœud isolé, tu n'as aucune information sur le reste des paires, auxquels tu vas pouvoir demander des bouts du fichier. Donc, tu commences par te connecter au tracker, qui va lui te dire, bon, il y a tant de machines existantes. Il va te donner leur adresse. Et après, tu peux te connecter à ces machines-là. Après, tous les détails du genre, est-ce que les machines sont déjà démarrées ou est-ce qu'elles démarrent tout en même temps, ils sont pas réellement importants. Si toutes les machines démarrent en même temps, le tracker, en fait, il y a peut-être la première qui sera la seule du coup dans la réponse du tracker parce que ça vient de démarrer, il y aura personne. Mais c'est pas une situation qui est voulue. L'idée c'est que tu as toujours un seul client qui tourne, 1 ou 2 clients qui tournent et qui ait le fichier déjà en entier pour le transmettre aux autres. C'est une situation un peu particulière.
dans le sens que dans le vrai monde, t'es pas du tout dans une configuration comme ça. Là, nos clients, ils vont arriver, ils vont se connecter à plein de gens qui sont eux-mêmes en train de démarrer pour que ces gens-là puissent leur partager ce que eux ils ont déjà obtenu à partir d'une des machines du réseau. On peut dire que par exemple c'est celle-là qui est la seed, dont le rôle est de garantir la pérennité de ce fichier auprès des machines qui bootent. Ce qui veut dire que grossièrement, si toutes les machines à un moment donné s'éteignent, quand on commence à allumer, si le tracker ne connaît pas l'OS, plus rien ne fonctionne. Alors en fait, oui, c'est pour ça qu'on laisse toujours une machine dont le rôle, enfin un pair, qui fait partie de cette composante-là, dont le rôle est justement de garantir que quelqu'un a toujours le fichier en entier. Et c'est un cas d'usage vraiment très particulier du protocole BitTorrent. Le cas général, enfin là on a des pairs qui prennent 2 minutes, qui passent 2 minutes sur le réseau et qui se cassent après. Dans le cas général, c'est plus des gens qui vont télécharger un fichier et qui vont continuer à le seed pendant plusieurs jours. Du coup, dans le cas général, t'as pas forcément de seed. Mais dans ce cas particulier-là, on est obligé d'en avoir une justement parce que les machines, une fois qu'elles ont fini de démarrer, rien ne te garantit que tout le monde l'aura en entier. Donc en effet, c'est un potentiel problème que tu peux résoudre juste en laissant une machine allumée. Enfin, un client torrent allumé sans arrêt. Je suis désolé de monopoliser encore le micro, mais j'ai pas forcément tout compris. Comment s'appelle la machine qui contient le seed, elle a son système d'exploitation qui est lancé ou il y a juste le seed qui fonctionne? Parce que si le système d'exploitation est lancé, il n'y a plus le seed. Oui. En fait, tu pourrais décider de dire je vais utiliser BitTorrent dans iPXE pour seed aux autres machines. Honnêtement, je pense pas que ce soit une très bonne idée, notamment parce que j'ai aucune confiance dans le code que j'écris. C'est pour ça que tu peux le faire depuis une machine Linux classique. C'est un protocole qui est standardisé, donc elles peuvent communiquer entre elles. Tout à l'heure, par exemple, dans l'exemple, il y a une machine ARIA qui a commencé, un client ARIA, BitTorrent ARIA, qui a commencé à envoyer le fichier à un client BitTorrent dans iPXE, et qui a pu l'envoyer dans l'autre sens après. Donc l'idée, c'est d'avoir toujours un client BitTorrent ARIA dans un coin qui tourne pour pouvoir l'envoyer aux gens qui arrivent sur le réseau. Bon, à moins que vous ayez des questions, je crois que c'est fini. Alors, va suivre une période de rump. Les rumps, c'est des petits talks très courts, dans lesquels vous venez parler d'un sujet précis qui vous tient à cœur. Si vous avez une rump, vous pouvez venir vous avancer ici et la présenter. Voilà. Pardon ? Une petite pause, ouais.